Imaginez un instant. Vous tenez dans le creux de votre main un petit disque de métal à peine plus large que l'ongle de votre pouce, usé par le temps, patiné par plus d'un siècle d'histoire. Sa surface n'est pas parfaite, elle est marquée, légèrement rayée, peut-être même un peu verdie par endroits. Pourtant, en la regardant de plus près, en la faisant doucement pivoter sous une lampe, vous distinguez des lettres qui forment des mots familiers. Liberté, égalité, fraternité. Ces trois mots, gravé dans le bronze il y a si longtemps, raconte bien plus que la simple valeur monétaire d'une pièce de 10 centimes. Il raconte la France, la République, les espoirs et les drames de toute une époque. Cette pièce, c'est la 10 centimes Lindoé de 1914. Une pièce que des millions de Français ont tenue, échangée, économisée. Mais au sein de cette production immense, massive, presque banale, se cache un trésor que très peu de gens connaissent. Un trésor qui, aujourd'hui encore, pourrait sommeiller dans une vieille boîte à biscuits, une collection oubliée héritée d'un aïeul, ou même, et c'est cela le plus incroyable, se glisser par erreur au milieu de monnaie courante. Avant de vous révéler la nature exacte de ce trésor et sa valeur époustouflante, je vous propose de remonter le temps, de nous installer confortablement dans la France du début du XXe siècle et de comprendre comment cette toute petite pièce de 10 centimes a vu le jour et ce qui la rend aujourd'hui si exceptionnelle. Nous sommes au tournant des années 1910. La Troisième République est bien installée, la France est une puissance mondiale, fière de ses colonies, de ses industries, de ses artistes et de ses artisans. Paris est le centre du monde, un creuset bouillonnant d'innovation, d'art et de débats politiques. L'exposition universelle de 1900 n'est pas si loin, et l'art nouveau, avec ses courbes végétales, ses lignes fluides, ses femmes éthérées aux longues chevelures, a profondément transformé l'esthétique de la vie quotidienne, de l'architecture aux bijoux, en passant par les objets les plus utilitaires. C'est dans ce contexte artistique effervescent que la monnaie de Paris, gardienne de la tradition séculaire de la frappe des monnaies françaises, ressent le besoin de renouveler le visage de son petit monnayage, notamment les pièces de billon, ces pièces de faible valeur en bronze ou en alliage de cuivre qui circulent dans toutes les poches des ouvriers, des commerçants, des paysans. Jusqu'ici, les pièces de 10 et 5 centimes arboraient une effigie classique de la République coiffée du bonnet phrygien, dû au graveur Daniel Dupuy. Ces pièces, appelées communément type Dupuy, servaient fidèlement depuis la fin du XIXe siècle. Mais les temps changent, le style s'essouffle et l'administration souhaite insuffler un air de modernité, un souffle nouveau et artistique à la monnaie divisionnaire. C'est alors que va entrer en scène un homme discret, un artisan graveur de talent, dont le nom va bientôt s'inscrire en lettres minuscules sur des centaines de millions de pièces. Edmond-Émile Lindoé n'est pas un inconnu du cercle des médailleurs. Né en 1869, il est un pur produit de l'école des beaux-arts, l'élève de grands maîtres comme Jules Clément Chapelain, lui-même graveur officiel et auteur de nombreuses pièces et médailles. Lindoé est un homme de son temps, imprégné d'un symbolisme républicain et d'une recherche de l'élégance formelle qui caractérise l'art nouveau finissant et la transition vers ce qui deviendra l'art. Déco, il excelle dans l'art délicat de la médaille et du sceau. Lorsque la Monnaie de Paris lance le concours ou la commande pour le nouveau type de pièces de 10 et 5 centimes, Lindoé propose une composition d'une sobriété et d'une force remarquables. Il choisit une effigie féminine de la liberté, non pas triomphante et martiale, mais jeune, sereine, presque intemporelle. Son visage est pur, son regard tourné vers la gauche, légèrement levé comme pour contempler un avenir radieux. Elle est coiffée du bonnet phrygien, attribut révolutionnaire par excellence, mais traité avec une douceur de modelé, une finesse dans le rendu des mèches de cheveux qui s'échappent, retombant sur la nuque, ornée d'une feuille de chêne, symbole de force. Le drapé est fluide, classique, ce qui frappe immédiatement, c'est l'équilibre de la composition. Autour de ce profil, l'inscription circulaire République française et surtout, scandant le pourtour comme un souffle rythmé, les trois mots sacrés séparés par de petits points bien visibles. Liberté, égalité, fraternité. Cette devise, héritée de la Révolution française, adoptée définitivement par la République à la fin du XIXe siècle, trouve ici une incarnation artistique parfaite. Elle n'est pas un simple slogan, elle devient partie intégrante du dessin. Elle enlace la liberté, elle la porte, elle la définit. Observer attentivement cette pièce, c'est comprendre que Lindoé a voulu ancrer visuellement les valeurs républicaines dans le quotidien de chaque citoyen. Chaque fois que quelqu'un prendrait cette pièce, échangerait cette pièce,
contrat avec cette pièce, il serait en contact physique avec le pacte social français. La pièce de monnaie ne sert plus seulement à acheter son pain ou son journal, elle devient un petit manifeste politique et philosophique accessible à tous. La conception du revers n'est pas moins intéressante. Dans un esprit d'une élégante rigueur, l'Indoé dispose au centre, sur deux lignes, la valeur faciale d'ICM et le millésime 1914. De part et d'autre du millésime, de petites marques, discrètes pour le grand public mais capitales pour les collectionneurs. Le différent du graveur général de l'époque, une corne d'abondance, et le différent du chef d'atelier, une torche allumée. La corne d'abondance, signe de prospérité, et la torche, symbole de transmission du savoir et de la flamme sacrée, encadrent la date comme des gardiens silencieux de l'intégrité de la monnaie. Le tout est entouré d'une couronne stylisée, non pas une lourde couronne de laurier classique, mais un entrelac de branches d'olivier et de chêne, savamment noué par un ruban à la base. L'olivier pour la paix, le chêne pour la force et la durée. Le message subliminal est magnifique. La valeur de 10 centimes, aussi modeste soit-elle, est garantie par la paix, la force et les institutions de la République. C'est une miniature de médaille commémorative, fondue dans le bronze et destinée à circuler dans les mains de tous, du plus humble ouvrier au plus aisé des bourgeois. Sous le nœud du ruban, tout en bas, l'Indoé appose sa signature, l'Indoé, discrètement mais fermement, comme une griffe d'artiste. Cette signature sera une des clés principales que des générations de collectionneurs apprendront à traquer, à scruter à la loupe, car de subtiles variations dans cette signature, dans sa police, son emplacement exact, son relief, pourront signifier des choses très différentes. Avant que la pièce ne soit définitivement adoptée et lancée en production de masse, se déroule une phase fondamentale et mystérieuse pour les non-initiés, celle des essais. C'est une coutume ancienne à la monnaie de Paris. Avant de valider un type monétaire, on frappe une série très restreinte de pièces d'essai sur des flancs de métaux ou d'alliages divers, souvent avec le mot essai en toutes lettres gravées en relief, ou parfois sans. Ces essais sont destinés à être présentés aux commissions, aux ministres ou aux fonctionnaires, parfois aux archives de la monnaie, ou offerts à titre honorifique à des personnalités. Ils permettent de juger du rendu esthétique, de la résistance du métal, du comportement des coins. Pour le type Lindoé, une gamme d'essais va être produite en 1914, certains en bronze aluminium, d'autres en métal blanc comme le maillechor, certains en argent pur et une poignée, absolument infime, dans un métal précieux et éclatant, l'or. Ces essais en or ne sont pas destinés à circuler. Ils sont des œuvres d'art, des démonstrations de savoir-faire, des pièces de prestige. Une fois leur rôle administratif ou protocolaire achevé, certains sont conservés dans les médaillés de l'État, d'autres sont offerts et il est très probable que quelques-uns se soient discrètement égarés au fil des décennies, sortis des circuits officiels, glissés dans des collections privées, oubliés, transmis sans que l'on sache exactement ce qu'ils sont. La grande histoire de la pièce de 10 centimes Lindoé va se jouer là, dans cette pré-production confidentielle de 1914, dont les ramifications se font encore sentir aujourd'hui. Revenons au contexte historique. L'année 1914 est cruciale. La France de l'époque, c'est la belle époque dans ses derniers feux, un état de prospérité relative, une confiance dans le progrès, une créativité débordante. La monnaie de Paris décide de lancer le nouveau type au moment même où les nuages s'amoncellent à l'est. L'attentat de Sarajevo, le 28 juin 1914, déclenche une crise diplomatique majeure. Le 1er août, la mobilisation générale est décrétée et le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. La pièce de 10 centimes Lindoé est donc une pièce née à la toute veille d'un des plus grands cataclysmes du XXe siècle. Dans les premiers mois de 1914, quelques centaines de milliers d'exemplaires de la nouvelle 10 centimes sont frappés à titre de test et de mise en place. Puis la machine s'arrête presque net, le temps que le pays s'organise dans la guerre. La frappe reprendra massivement après la guerre, et la pièce Lindoé de 10 centimes sera produite de manière quasi continue jusqu'en 1939. Puis encore en 1940 et 1941, avec des flancs de plus en plus minces et légers en raison des pénuries de métal, et connaîtra même une ultime réactivation sous la 4e République, en 1945 et 1946, en zinc et en fer. Mais le millésime 1914, le premier de la série, le millésime originel, revêt immédiatement une aura particulière aux yeux des amateurs. Il porte en lui la naissance du type avec les coins tout neufs, les reliefs les plus vigoureux, les détails les plus nets.
et il est le témoin silencieux du basculement du monde. Chaque pièce de 1914 qui nous est parvenue à traverser les tranchées peut être dans la poche d'un soldat, les marchés noirs, les crises ministérielles, les reconstructions, l'exode de 1940, la libération. Elle est un survivant, observons-la maintenant de tout près, cette petite pièce. Prenez-en une. Si vous en possédez une, ou imaginez-la, sa couleur est généralement un brun doré, un jaune verdâtre ou carrément un vert de gris profond selon l'alliage et les conditions de conservation. En effet, les pièces de 10 centimes lindoées sont majoritairement en bronze aluminium. C'est un alliage de cuivre, d'étain et d'une petite quantité d'aluminium qui leur confère une certaine dureté et une résistance à l'usure. Cet alliage est assez réactif à l'air, à l'humidité, aux acides des bois. Avec le temps, il se patine de 1000 nuances, parfois même de reflets irisés, bleutés, mauves, quand la pièce a séjourné dans une terre favorable ou au fond d'une poche de cuir pendant des décennies. Une pièce de 1914 bien frappée vous montrera le creux profond des lettres, les pommettes saillantes de la liberté, la nervure centrale de chaque feuille de la couronne de chêne et d'olivier. Prenez une loupe, idéalement une loupe de numismate, un grossissement de 10 fois, et promenez votre regard sur la mèche de cheveux qui retombe sur la nuque de la liberté. Vous distinguerez peut-être les fines lignes qui modèlent la chevelure. Regardez les points qui séparent les mots de la devise. Ils sont nets, parfaitement circulaires sur une pièce sortie de coin neuf. Sur une pièce usée, ils deviennent des petits cratères fondus. Le listel, ce léger rebord qui entoure les deux faces, est le premier à souffrir des frottements. Sur une pièce en état de fleur de coin, le listel est tranchant, presque agressif au toucher. Sur une pièce très circulée, il est arrondi, lissé, voire disparu par endroits. La tranche est lisse, sans inscription. C'est un détail fondamental pour distinguer cette pièce d'autres types ultérieurs ou de contrefaçon. Mais pour vraiment comprendre ce que vous avez entre les mains, il faut apprendre à déchiffrer les discrets indices qu'ont laissés les graveurs et les ateliers monétaires. Les deux différents que j'ai mentionnés, la corne d'abondance et la torche, sont vos premiers alliés. En 1914, le graveur général des monnaies et Henri-Auguste Paté. Son différent est une corne d'abondance. Le chef de l'atelier de frappe de Paris utilise le différent de la torche. La présence conjointe de ces deux symboles, à gauche et à droite du millésime, certifie que votre pièce a bien été frappée à Paris sous la supervision des autorités compétentes. Il existe des variantes très rares de millésimes frappés dans d'autres ateliers, comme celui de Castelsarrasin ou de Beaumont-le-Roger, durant les périodes de repli de la monnaie, mais en 1914, c'est le plein exercice parisien. Ce qu'il faut observer avec une extrême attention, c'est la signature lindoée. Sur le type classique, elle est située sous le ruban du revers, légèrement incurvé, en lettres capitales romaines gravées en relief. Sur certaines pièces, la signature peut être légèrement affaiblie, bouchée, ou au contraire très incisive. Les collectionneurs chevronnés connaissent les différentes variantes de signature: signature grande, signature petite, signature avec point après le E, signature sans point. Ces micro-variétés, souvent ignorées du grand public, peuvent transformer une simple pièce de 10 centimes en un spécimen très recherché. Imaginez le frisson d'un passionné qui, la loupe à la main, repère que le point après le E est parfaitement circulaire et profond, alors que sur la plupart des exemplaires, il est peu visible. Cela signifie que sa pièce est issue d'un coin au tout premier stade d'utilisation, quand la gravure était neuve. Ces coins neufs donnent les plus belles pièces, celles avec la frappe d'origine, appelée fleur de coin. Et une fleur de coin de 1914, c'est un morceau de cristal temporel, une photographie en 3 dimensions de l'instant exact où la presse a frappé. Approfondissons la question des erreurs, des particularités et des anomalies de frappe, car c'est dans cette quête que la numismatique révèle toute sa dimension de chasse au trésor. La fabrication de centaines de millions de pièces est un processus industriel semé d'innombrables micro-incidents. Un ouvrier distrait installe un flanc mal positionné. 2 flancs se collent, un coin se fissure, un corps étranger vient s'interposer. Et c'est l'apparition d'une pièce anormale, singulière, que les ouvriers sont censés détecter et mettre au rebut, mais que parfois la cadence infernale ou une négligence laisse passer dans les sacs de monnaie destinés aux banques. Ces erreurs de frappe constituent aujourd'hui le saint graal des collectionneurs. Elles sont uniques ou presque, elles portent les stigmates de leur naissance accidentelle et leur valeur peut se compter en centaines, voire en milliers d'euros. Prenons le cas d'une pièce frappée 2 fois, un double frappe. La pièce reçoit une première empreinte, puis, au lieu d'être éjectée,
elle reçoit une seconde frappe légèrement décalée, créant un dédoublement fantomatique des lettres et des motifs. Sur une 10 centimes Lindoé 1914 en double frappe, on peut voir la devise Liberté, Égalité, Fraternité apparaître en superposition avec un léger décalage, donnant l'impression que les lettres tremblent. C'est une pièce qui raconte une micro-histoire, un instant de cafouillage mécanique. Autre erreur très prisée, la frappe sur un flanc non conforme, par exemple un flanc de 5 centimes plus petit et plus mince. La pièce de 10 centimes Lindoé pèse théoriquement 4 grammes pour un diamètre de 20 et 1 millimètre. Si vous tombez sur une 1914 qui pèse beaucoup moins, qui est plus fine, qui a un listel incomplet ou débordant, il se peut que vous soyez en présence d'une frappe sur flanc d'un autre module. Ces erreurs sont extrêmement rares et leur découverte déclenche des émotions intenses chez les experts. Une autre anomalie fascinante est la frappe incuse, où le coin s'est imprimé en négatif comme un moule. Ce sont des accidents très spectaculaires. Mais la spécificité la plus bouleversante, la plus émouvante, celle qui fait de cette petite pièce un objet quasi mythique, c'est la présence, au sein de la production de 1914, des essais en or. Oublions pour un instant les pièces en bronze-aluminium qui ont circulé par millions. Concentrons-nous sur ces créatures d'élite, frappées avec les mêmes coins que les pièces courantes, mais sur des flancs d'or pur d'un éclat jaune incomparable, d'un poids très proche de 4 grammes. Leur nombre exact est inconnu, mais les spécialistes s'accordent à dire qu'elles se comptent sur les doigts d'une main, peut-être 3, 4, 5 exemplaires tout au plus survivants dans le monde. Une pièce en or, frappée en 1914, représentant la liberté coiffée du bonnet phrygien et arborant fièrement notre devise nationale Liberté, Égalité, Fraternité. Imaginez l'instant de sa création. Un ouvrier monnayeur prend un flanc d'or soigneusement pesé, le pose entre les coins du Lindoé, actionne la presse et retire délicatement ce joyau. La pièce est refroidie, examinée, probablement polie, puis placée dans un écrin pour être présentée à un haut personnage. Peut-être a-t-elle été offerte au président de la République Raymond Poincaré, peut-être à un ministre, peut-être au directeur de la monnaie lui-même, qui a tenu cette pièce en or, qu'il a admirée à la lueur d'une lampe à pétrole en 1914, quelques semaines avant que le tocsin ne sonne la mobilisation. Le destin de cette pièce en or est auréolé de mystère. A-t-elle été transmise dans une famille, dormant paisiblement dans un coffret sans que les héritiers n'en perçoivent la nature exceptionnelle? A-t-elle été vendue dans un lot de vieilleries sur un marché aux puces? Est-elle encore quelque part, peut-être dans un tiroir chez vous, mêlée à des boutons et des médailles religieuses? C'est ici que l'histoire devient proprement incroyable, et c'est ce que je veux que vous reteniez. La possibilité que cette pièce en or, ou une autre variante rarissime, puisse encore se trouver en circulation ou dans des lieux non répertoriés n'est pas nulle. L'immense majorité des gens ne saurait pas faire la différence entre une pièce de 10 centimes Lindoé courante et une rareté absolue. La plupart du temps, quand quelqu'un découvre une vieille pièce au fond d'une commode, il la met de côté parce qu'elle est ancienne, sans imaginer un seul instant qu'elle puisse valoir bien plus que la valeur sentimentale. Certaines pièces en or, d'aspect très jaune, ont pu être confondues avec des pièces en laiton ou des jetons, nettoyés maladroitement, voire abandonnées dans des pots de monnaie, où elles attendent depuis 50 ans. Je me souviens d'une anecdote véridique rapportée par un expert numismate, que je vais vous raconter comme une fable. Un jour, un monsieur âgé apporte une petite pièce dans un cabinet d'expertise. Il l'avait trouvée dans un étui de montre en argent ayant appartenu à son grand-père qui avait été officier d'état-major en 1915. La pièce était très brillante, jaune, et le monsieur pensait naïvement qu'il s'agissait d'une breloque sans valeur, peut-être en plaqué or. L'expert l'a prise, l'a pesée, a passé l'aimant, a mesuré le diamètre, a scruté les détails sous une forte loupe binoculaire. Son visage a changé. Ce n'était pas une breloque, c'était une authentique 10 centimes Lindoé en or, essai de 1914, dans un état de conservation exceptionnel, avec tout le velours de frappe d'origine, sans aucune usure. Le propriétaire n'en croyait pas ses oreilles quand l'expert lui a annoncé la valeur. Une valeur qui allait bouleverser sa vie. Mais je garde ce chiffre pour la fin de notre histoire, car il mérite qu'on en prenne pleinement la mesure. Continuons notre exploration méthodique. Comment pouvez-vous, aujourd'hui, chez vous, sans matériel de professionnel, reconnaître une pièce de 1914 qui sort de l'ordinaire? La première étape, et c'est là que tout commence, c'est la pesée.
Une balance de précision au centième de gramme est indispensable pour tout chercheur de trésors moderne. Vous pouvez en trouver à un prix très abordable. La 10 centimes lindoet standard en bronze aluminium paie exactement 4 grammes avec une tolérance infime. Si votre pièce est en or, elle ne pèsera pas du tout la même chose car l'or est beaucoup plus dense. Une pièce en or du même module pèsera bien plus lourd, souvent autour de 6 à 7 grammes, voire davantage selon le titre exact. Donc, la première alerte, c'est une incohérence entre le poids attendu et le poids constaté. Si vous posez une pièce de 1914 sur votre balance et que l'écran affiche 7,2 grammes, votre cœur devrait se mettre à battre plus vite. Le deuxième test, simple, est le test de l'aimant. L'or et le bronze aluminium ne sont pas magnétiques, mais certaines contrefaçons ou pièces en alliage ferreux le sont. Si l'aimant colle, ce n'est ni une vraie courante, ni une vraie en or. Troisième test, la sonorité. Posez la pièce en équilibre sur le bout de votre index et frappez-la doucement avec une autre pièce en bronze. Une pièce en bronze produit un son mat, un clong sourd et court. Une pièce en or produit un son plus cristallin, plus long, plus chantant. Les anciens numismates disaient que l'or chante. Exercez votre oreille à écouter le chant des pièces. Enfin, l'examen visuel sous une forte lumière est crucial. Une pièce en or ne se patine pas comme le bronze. Elle ne verdisse pas. Elle peut se ternir un peu, prendre une légère teinte orange rougeâtre due à la présence de cuivre dans l'alliage, mais elle conservera un éclat profond, chaud, inimitable. Le bronze aluminium, lui, peut devenir gris-vert, brun-noir ou même se couvrir de concrétions vert-de-gris pulvérulentes. Si votre pièce de 1914 est jaune vif, brillante, sans trace d'oxydation verdâtre, méfiance ou espoir. Il faut absolument la faire expertiser. Approfondissons la lecture des détails gravés. Prenez votre loupe et regardez attentivement le listel sur la tranche et sur les faces. L'essai en or présente généralement une tranche parfaitement lisse, parfois avec des traits de polissage, mais jamais de cannelure ni d'inscription en creux. Regardez ensuite les champs, les surfaces planes autour des motifs. Sur un essai en or, les champs sont souvent polis comme des miroirs, ce que l'on appelle un flanc bruni, c'est-à-dire que la pièce a été frappée sur un flanc préalablement poli pour obtenir un contraste saisissant entre le fond miroir et les reliefs mat. C'est une technique d'exception réservée aux essais et aux pièces de présentation. Sous votre loupe, le champ d'une pièce en or bruni vous renverra votre reflet, tandis que les reliefs de la liberté et de la couronne apparaîtront givrés, comme saupoudrés de sucre impalpable. Ce contraste est une signature de fabrication prestigieuse. Sur une pièce courante, même en état fleur de coin, les champs sont plus ou moins satinés, avec les stries naturelles du laminage du flanc. La comparaison est sans appel, mais ne croyez pas que seules les pièces en or sont précieuses. Il existe un éventail de variétés de la 1914 en bronze aluminium qui peuvent transformer une simple trouvaille en une jolie somme. Parlons des combinaisons de coins et des retouches de gravure. À l'atelier, un coin s'use, il est retouché à la main par un graveur qui reprend certains reliefs pour en prolonger la durée de vie. Ces retouches laissent des traces, une branche qui s'épaissit, un ruban qui se dédouble, une signature qui devient plus épaisse. Ces variétés de coins sont soigneusement cataloguées par les spécialistes. Par exemple, il existe une variété dite du point après égalite plus ou moins visible, une autre avec la corne d'abondance touchant ou ne touchant pas le listel. Certaines variétés sont si rares que les collectionneurs se les arrachent lors des ventes spécialisées, et les prix peuvent atteindre plusieurs centaines d'euros, voire plus de 1000 € pour une variété. Rarissime en superbe état, une pièce de 1914 classique, sans variété, en état de conservation médiocre, vaut à peine 1 €. Mais cette même pièce avec une infime différence de gravure, quasi imperceptible pour un œil non averti, peut valoir 200, 300 €. C'est la beauté de cette discipline, elle exige patience, érudition, et un sens aigu de l'observation. Elle transforme le citoyen en archéologue du quotidien. Elle vous invite à ralentir, à vous poser, à scruter. Je veux maintenant vous emmener plus profondément dans l'âme de cette pièce, dans ce qu'elle représentait pour les Français de 1914. En ce temps-là, une pièce de 10 centimes avait un pouvoir d'achat non négligeable. Avec 10 centimes, on pouvait s'offrir un petit pain, un journal, une course en omnibus. C'était la monnaie des petites gens, celle que l'on mettait de côté dans les tirelires en terre cuite, celle que les enfants recevaient pour leurs étrennes, celle que les soldats touchaient dans l'heure.
Maigre solde, la devise liberté, égalité, fraternité prenait une résonance toute particulière en cette année 1914. Liberté, alors que la patrie était menacée d'invasion et qu'il fallait se mobiliser pour la défendre. Égalité, alors que des hommes de toutes classes, aristocrates et ouvriers, paysans et intellectuels, partaient côte à côte dans les mêmes régiments, unis par le devoir. Fraternité, alors que l'union sacrée décidée par le gouvernement appelait tous les Français à mettre de côté leurs querelles politiques pour faire face à l'ennemi commun. Chaque fois qu'un poilu comptait sa solde, il voyait ces trois mots. Chaque fois qu'une mère achetait du lait, elle les touchait du bout des doigts. La pièce de monnaie devenait un vecteur d'espérance, un rappel que malgré l'horreur des combats, malgré la boue des tranchées, la République tenait bon, incarnée dans ce petit disque de bronze. Il est passionnant de constater que le dessin de l'Indoé, avec son profil féminin serein, presque intemporel, a traversé les régimes et les décennies sans prendre une ride. Sous la Troisième République finissante, sous l'occupation et le régime de Vichy, avec l'étoile ou la francisque pour certains millésimes, puis à la Libération et même jusqu'en 1946, le type Lindoué a survécu. Mais la pièce de 1914 garde le privilège de l'antériorité, de la pureté originelle. Elle n'a pas encore subi les modifications stylistiques qui interviendront plus tard, comme le changement de métal pour le zinc pendant la Seconde Guerre mondiale, avec son aspect du gris triste et son oxydation. Blanchâtre, non. La 1914, c'est le bronze, c'est la noblesse, c'est l'art nouveau dans ce qu'il a de plus apaisé, de plus équilibré. C'est aussi une pièce qui n'a pas de différent de l'atelier de Castelsarrasin, ni de Beaumont-le-Roger. Elle est purement parisienne. Elle porte la marque de la grande tradition monétaire française, celle qui depuis des siècles, du louis d'or aux écus d'argent, fait de la monnaie de Paris un des établissements les plus prestigieux du monde maintenant. Parlons précisément de ce qui pourrait se cacher dans la masse de pièces ordinaires. Il ne s'agit pas seulement des essais en or. Je vais vous révéler une autre piste tout aussi saisissante. Il existe, ou plutôt il existerait, un infime nombre de pièces de 1914 en bronze aluminium mais avec un coin d'avers portant le mot essai effacé ou totalement absent. Dans le processus de création des coins d'essai, le mot essai était parfois gravé en relief sur l'avers, au-dessus de la tête de la liberté ou sous le menton. Pour la production de masse, ces coins étaient modifiés, le mot essai était éliminé par polissage ou par un nouveau coup de poinçon. Mais il est arrivé que des pièces soient frappées avec des coins dont le mot essai n'avait pas été complètement effacé ou dont on voit encore des traces résiduelles. Ces pièces hybrides, ni tout à fait des essais ni tout à fait des pièces courantes, sont des trésors de la numismatique. Les collectionneurs les appellent des essais frustes ou des variétés de transition. En posséder une, c'est détenir un fragment d'histoire technique, la preuve matérielle d'un tâtonnement dans la chaîne de production. De telles pièces sont extrêmement rares et leur apparition sur le marché provoque toujours une vague d'excitation. Imaginez que vous découvriez, sous une lumière frisante, le fantôme du mot essai sous le listel. Vous seriez en présence d'un objet que peut-être seuls 2 ou 3 autres êtres humains ont eu la chance d'examiner. Je vous entends penser, mais comment se fait-il que ces merveilles ne soient pas toutes déjà repérées, cataloguées, enfermées dans des coffres forts de grands collectionneurs? La réponse est simple, le temps, l'ignorance et les circonstances incroyables de la vie. Combien de successions sont réglées à la hâte, les objets des grands-parents dispersés, vendus en vrac à des brocanteurs qui ne regardent que le poids de l'or et de l'argent, sans prêter attention à une petite pièce jaune sans inscription de valeur. Combien de pièces en or sont prises pour des jetons de jeu ou des imitations, rangées dans une boîte à couture et oubliées pendant 30 ans? Combien de greniers, de caves, de malles de famille n'ont pas été ouverts depuis des décennies? La France est un pays vieux, riche d'histoires sédimentées, où chaque famille conserve des strates d'objets hérités. Il n'est pas rare qu'un déménagement, une rénovation, la vente d'une maison de campagne, fasse remonter à la surface une boîte métallique rouillée contenant de vieux sous. Dans ce fatras de monnaies démodées, de francs anciens, de Napoléon en chocolat, de pièces étrangères rapportées des colonies, peut parfaitement dormir une merveille inestimable. Et c'est pour cela que je m'adresse à vous, avec cette voix calme et insistante. Regardez, regardez vraiment. Ne laissez pas passer l'occasion de vérifier ce que vous avez chez vous, non pas dans une obsession fébrile, mais avec la curiosité paisible de l'amateur d'histoire. Car si vous avez la chance immense de mettre la main sur une de ces pièces, ce n'est pas simplement une somme d'argent qui vous tombe du ciel, c'est un fragment d'histoire, une parcelle de beauté et de mystère qui vous est confié pour aiguiser votre regard. Je vais vous guider à travers un examen minutieux, pas à pas,
comme si j'étais à côté de vous. Procurez-vous la pièce, une loupe, une balance, une bonne lampe de bureau et un petit carnet. Notez tout, c'est le rituel du numismate. D'abord, l'observation de l'avers. La tête de la liberté regarde vers la gauche. Sur la base de son cou, sous l'oreille, il y a une petite feuille de chêne qui dépasse, retombant sur le drapé. Ce drapé est marqué par deux plis principaux, et la poitrine est sobrement suggérée. Faites glisser la lumière pour voir le modelé du visage. Le nez est droit, la bouche petite mais bien dessinée, l'œil est en amande. Si le relief est très émoussé, la pièce a circulé. Si les moindres cils sont visibles, c'est un état de conservation remarquable. Observez ensuite le bonnet phrygien. Il est orné d'une couronne de feuilles de chêne et d'olivier, et la pointe du bonnet retombe gracieusement vers l'avant. La devise liberté, égalité, fraternité court le long du listel, interrompue par la tête. Le mot liberté est à gauche du bonnet, égalité est au-dessus, juste derrière la pointe, fraternité est à droite. Les points de séparation doivent être parfaitement centrés et nets. Sur certaines variétés très spécifiques et recherchées, le point après égalité est plus éloigné ou aligné différemment. Je vous invite, avec votre loupe, à scruter chaque point. Ce genre de micro-observation peut paraître maniaque, mais c'est précisément ce qui élève la numismatique au rang d'art de la précision. En dessous de la tête, la signature E. L'indoé n'est pas présente sur l'avers, contrairement à ce que certains pourraient penser. Sur l'avers, aucune signature de graveur n'apparaît. C'est uniquement sur le revers que l'indoé a apposé sa griffe. Passons au revers. Au centre, dicme en deux lignes. Le chiffre 10 est grand et épais. Le Q en dessous est en lettres capitales, le C et le M minuscules un peu en retrait. Le point après me doit être là. Le millésime 1914 est en dessous, parfaitement horizontal. De part et d'autre, la corne d'abondance à gauche et la torche à droite pointent vers le haut. Examinez la torche, la flamme est composée de plusieurs langues de feu bien distinctes. Sur les pièces en état superbe, on peut compter les traits de la flamme. La corne d'abondance est gravée avec une spirale et des fruits qui débordent. Ces deux différents sont souvent les parties qui s'usent le plus vite, donc s'ils sont nets, c'est bon signe. La couronne qui entoure la légende centrale est composée de deux branches, une d'olivier et une de chêne. À gauche, l'olivier aux feuilles fines et allongées avec des olives. À droite, le chêne aux feuilles lobées et aux glands. Le ruban qui noue les deux branches à la base forme un nœud avec deux pans qui retombent. Sous ce nœud, en lettres minuscules mais en relief, la signature E, l'indoué. Sur une pièce standard, la signature doit être lisible même si elle est petite. Si elle est absente, vous avez peut-être affaire à une pièce dont le coin a été surfrappé, une variété rare ou à une fosse. Si elle est déformée, bouchée, examinez bien. Maintenant, parlons conservation. L'état d'une pièce s'évalue en France selon une échelle qui va de médiocre à fleur de coin en passant par très beau, superbe, etc. Une pièce en état médiocre montre des reliefs tellement usés que seul le dessin général persiste, les lettres sont plates, le listel a presque disparu. En état beau, les reliefs principaux sont visibles mais tous les détails secondaires ont fondu. En très beau, l'usure est répartie, les mèches de cheveux sont simplifiées, la flamme de la torche est devenue un triangle lisse. En superbe, l'usure est minime, les détails comme les nervures des feuilles sont encore visibles, le velours de frappe peut subsister dans les creux. En fleur de coin, aucune usure de circulation, la pièce est comme neuve, avec tout son éclat d'origine. Une 10 centimes 1914 en état superbe peut déjà valoir 50 à 100 € pour une variété peu commune. Mais une fleur de coin, c'est autre chose. C'est un instantané de 1914, une pièce qui a peut-être été mise de côté immédiatement, roulée dans un petit papier de soie, oubliée dans un tiroir, protégée de l'air et des frottements pendant 110 ans. C'est un petit miracle. Et si cette fleur de coin est en or, alors là, nous parlons d'un choc esthétique. L'éclat de l'or neuf, avec la frappe miroir, est d'une beauté à couper le souffle. La liberté de l'indoé, jaillissant d'un champ d'or liquide, semble irradier. Les mots liberté, égalité, fraternité brillent comme s'ils étaient éclairés de l'intérieur. C'est une œuvre d'art pure. Revenons un instant sur l'alliage de bronze-aluminium. C'est un composé à 90% de cuivre environ,
avec de l'étain et une petite dose d'aluminium. Ce bronze est assez dur, il s'use lentement, mais il est sensible à un type d'oxydation particulière. La maladie du bronze, une corrosion vert clair poudreuse qui peut attaquer en profondeur. Une pièce atteinte de cette corrosion active voit sa surface se boursoufler, des cratères verdâtres se former. Les collectionneurs chevronnés savent qu'il ne faut jamais nettoyer une pièce, surtout pas avec des produits chimiques ou des brosses, car cela détruit la patine et lui fait perdre l'essentiel de sa valeur. Une belle patine vert de gris foncé, homogène, lisse et brillante, peut au contraire ajouter une plus-value esthétique. On parle de patine médaillée quand la pièce a séjourné dans un meuble de collection en bois, développant une oxydation brun-cajou avec des reflets irisés. Certaines pièces de 1914 présentent des patines flamboyantes, bleu acier, violet pourpre, dues à la présence d'argent ou d'autres métaux dans l'alliage, ou à un enfouissement dans un sol calcaire. Ces patines naturelles sont très recherchées et contribuent à la valeur. Un collectionneur vous dira qu'une pièce avec une patine d'origine intacte raconte son histoire, tandis qu'une pièce nettoyée, brillante et rose, n'est plus qu'un morceau de métal sans âme. Cette pièce de 1914, il faut le dire, a été contrefaite à l'époque et depuis. L'existence de faux d'époque est un phénomène connu. Pendant la Grande Guerre, le métal devenait rare et certaines officines clandestines fabriquaient de fausses pièces de 10 centimes en plomb étamé ou en mauvais alliage. Ces fausses pièces, si elles datent de 1914-1918, sont elles-mêmes devenues des objets de collection, des témoignages de la débrouillardise et de la nécessité. Reconnaître un faux d'époque demande de l'expérience. Le poids est souvent faible, le son mat et plombé, les reliefs plus flous. Le métal présente des porosités, mais pour un non-initié, une fausse peut être prise pour une vraie patinée. C'est pourquoi il faut toujours une balance. Une fausse en plomb peut peser autant, mais sa densité différente la trahira au test de la poussée d'Archimède improvisée. Tout cela fait partie du jeu de piste. Continuons à nous immerger dans la France de 1914. Je veux que vous ressentiez ce que cette pièce a vu. En janvier 1914, la grande affaire est l'élection présidentielle. Raymond Poincaré, Lorrain, homme d'autorité et de fermeté, est élu président de la République. Dans les cafés parisiens, on débat du service militaire de 3 rangs, on lit l'humanité de Jaurès ou l'action française de Marat. La mode est aux chapeaux immenses et aux robes entravées. Les premières automobiles côtoient encore les fiacres. Au cinéma, Max Lane fait rire la France entière. C'est dans cette France insouciante que la monnaie de Paris met en circulation les premiers exemplaires de la nouvelle 10 centimes l'indoué. Une pièce moderne, épurée, qui rompt avec les effigies précédentes jugées trop chargées. L'accueil du public est bon, la pièce est pratique, bien identifiable au toucher. Les commerçants l'apprécient. Puis vient l'été 1914. L'étau se resserre. Les premiers jours d'août sont chauds et lourds. La nouvelle de l'assassinat de Jaurès, le 31 juillet, plonge une partie de la population dans l'effroi. Le 1er août, les cloches sonnent le tocsin. La mobilisation générale, les hommes en âge de combattre rejoignent leur dépôt. La pièce de 10 centimes, toute neuve, se retrouve dans la poche d'un conscrit qui achète de quoi écrire une dernière lettre à sa famille, dans le porte-monnaie d'une femme qui fait des provisions avant. La pénurie, cette pièce, elle est un témoin direct. Elle a circulé dans les gares bondées de soldats en pantalon garance. Elle a été échangée dans les cantines de l'arrière. Elle a peut-être été perdue dans un champ labouré par les obus avant d'être retrouvée par un agriculteur en 1920. Chaque pièce a son propre roman. Et puis, il y a l'histoire des collectionneurs eux-mêmes. Depuis la fin du XIXe siècle, la numismatique est une passion française très répandue. Des cercles se créent, des revues sont publiées, les catalogues comme celui de Victor Gadary ou plus tard du Lefranc commencent à répertorier minutieusement chaque millésime et chaque variété. La 1914 l'Indoé est tout de suite identifiée comme une année clé, celle de la création. Les collectionneurs cherchent à obtenir des exemplaires bien frappés, avec une belle patine. Et dès qu'une rumeur sur les essais en or se répand, c'est la quête effrénée. Mais le nombre infime de ces essais les rend quasiment introuvables. Un mythe se forge autour de cette pièce. On raconte dans les conventions numismatiques des années 1950 qu'un exemplaire en or aurait été vu chez un grand collectionneur parisien, un autre chez un notaire de province. Le bouche à oreille alimente la légende. Chaque fois qu'un de ces essais en or refait surface,
C'est un événement. Sa provenance est traquée. De qui vient-il? Par où est-il passé? Dans quel catalogue de vente a-t-il figuré? Il existe une traçabilité d'experts qui, à travers les siècles, se transmettent l'historique de ces pièces uniques. On sait, par exemple, que l'un des essais en or a été longtemps conservé dans les collections de la Monnaie de Paris elle-même, au musée de la Monnaie, puis a été échangé ou vendu dans des circonstances très encadrées. Un autre appartenait à un grand industriel passionné d'histoire républicaine. Un autre encore a été retrouvé dans une vente aux enchères d'un château en Normandie, mêlé à des médailles et des décorations militaires, sans que les commissaires-priseurs n'en aient pleinement mesuré la rareté. Ce jour-là, un collectionneur avisé, tremblant sous la tension, a pu l'acquérir pour une somme alors raisonnable avant que l'information ne se répande. C'est une histoire digne des plus grandes chasses au trésor. Je veux vous raconter une autre anecdote, presque cinématographique, pour vous faire comprendre à quel point le destin de ces pièces est lié au hasard. Un jour d'automne, un jeune homme vit de la maison de sa grand-mère décédée. Il trie des affaires poussiéreuses, des piles de vieux journaux, des boîtes à chaussures remplies de boutons et de vieilles clés. Dans une petite boîte en carton portant l'inscription Souvenir de papa, il trouve des médailles de baptême, une croix de guerre, un briquet de tranchée et une toute petite bourse en cuir usé. À l'intérieur de cette bourse, quelques pièces de monnaie, dont une pièce jaune très brillante qui contraste avec les autres pièces sombres. Il la met de côté, intrigué par son éclat. Pendant des semaines, elle traîne sur son bureau, servant de presse-papier. Un ami de passage, un peu connaisseur, la remarque et lui conseille de la montrer à un spécialiste. Le jeune homme se rend à une journée d'expertise gratuite organisée par une association numismatique. L'expert la prend, la soupèse, la passe sous une lampe, et son visage devient grave. Il fait venir ses collègues. Un attroupement se forme. La pièce est un essai en or de la 10 centimes Lindoé 1914, état superbe, une merveille jamais répertoriée auparavant, dont on ignorait totalement l'existence. Le grand-père, officier de marine, l'avait probablement reçu en cadeau avant de partir en mission. La pièce venait de dormir 80 ans dans une petite bourse, sans que personne ne le sache. Le jeune homme a vu sa vie changer en un instant. Ce n'est pas un conte. C'est le genre d'histoire vraie qui nourrit les rêves de tous les chineurs et amateurs de brocante. Maintenant, entretenons-nous de ce qui fait la valeur d'une pièce aux yeux des collectionneurs avertis. Il ne s'agit pas seulement de la rareté brute, mais d'une combinaison subtile de facteurs, la rareté absolue, l'état de conservation, la beauté de la patine, la provenance, c'est-à-dire l'histoire de la collection d'où elle provient, et l'engouement du marché au moment où elle est présentée. Une pièce comme l'essai en or de 1914 cumule tous ces critères à un niveau stratosphérique. Sa rareté absolue, quelques unités connues dans le monde, son état. Généralement, ces pièces, ayant été conservées comme des joyaux, sont dans des états de conservation remarquables. La beauté. Nous parlons d'une pièce en or avec un dessin art nouveau, une devise républicaine universelle, une patine d'or rougeâtre à faire pâlir d'envie n'importe quel joaillier. La provenance, souvent prestigieuse, liée au plus grand nom de la numismatie ou de l'histoire politique française. Le pedigree d'une pièce, c'est son arbre généalogique, une pièce qui peut prouver par des factures, des catalogues de vente anciens, qu'elle a appartenu à la collection X ou Y, voit sa valeur multipliée, car elle s'inscrit dans une continuité historique qui rassure l'acheteur et ajoute au prestige. Imaginez tenir dans votre main une pièce qui fut peut-être tenue par Raymond Poincaré lui-même. Le poids émotionnel est immense, il est temps que je partage avec vous ce chiffre qui, je le sais, vous tient en haleine. Vous avez suivi l'histoire de cette pièce, de sa conception par Edmond-Émile Lindoé, en passant par le contexte historique déchirant de la Grande Guerre, les mystères de sa fabrication, les secrets de ses variantes, les anecdotes de découvertes incroyables. Vous avez appris à la regarder, à la peser, à l'écouter chanter. Je vous ai parlé des pièces en bronze aluminium qui ne valent que quelques centimes d'euros ou quelques euros, des belles superbes à 50 ou 100 euros, des rarissimes variétés à plusieurs centaines d'euros. Mais la créature suprême, l'oiseau rare, laissé en or de 1914, que nous avons traqué tout au long de ce récit, a atteint une valeur qui la place parmi les monnaies françaises les plus désirables du XXe siècle. Lors de sa dernière apparition publique sur le marché, cette pièce, un essai en or de la 10 centimes Lindoé 1914, d'une qualité exceptionnelle, a tout simplement franchi le seuil vertigineux des 13 000 euros. 13 000 euros, ce n'est pas une estimation théorique.
c'est le prix effectif que des collectionneurs passionnés et des investisseurs avisés ont été prêts à débourser pour pouvoir contempler chaque jour ce petit soleil républicain. Une somme qui donne le tournis quand on pense au modeste pouvoir d'achat originel de 10 centimes. C'est comme si le temps, la beauté, la rareté et l'histoire avaient concentré dans ce disque d'or une valeur des milliers de fois supérieure à sa valeur faciale. La liberté, l'égalité, la fraternité, frappés dans l'or, sont devenus un trésor inestimable. Je tiens à préciser clairement que ce chiffre de 13 000 € correspond à une pièce en or, un essai, dans un état de conservation proche de la perfection, avec des qualités esthétiques hors normes. La très grande majorité des pièces de 10 centimes lindoé que vous pouvez rencontrer, j'insiste, même celles de 1914, sont des pièces courantes en bronze aluminium. Leur valeur est bien plus modeste, souvent comprise entre 50 centimes et quelques euros. Mais, et c'est là le cœur de mon message, il suffit d'une seule pièce différente pour que tout bascule. Et cette pièce différente, personne ne peut affirmer qu'elle n'est pas là, dans un recoin oublié de votre environnement. L'extraordinaire de cette histoire, c'est que ces pièces exceptionnelles ne sont pas toutes sous cloche dans des musées. Il en reste égarées, ignorées, attendant patiemment d'être reconnues, peut-être mêlées à une collection héritée d'un grand-oncle, rangée dans une malle au grenier, peut-être glissée par inadvertance dans une boîte de monnaie étrangère ramenée de voyage et remisée dans un placard. Peut-être, qui sait, encore en circulation, prise par erreur pour une pièce de monnaie courante, donnée chez un boulanger qui ne l'a pas remarquée, puis rendue sur un achat de baguette. Le scénario peut sembler improbable, mais il n'est pas impossible. C'est cette infime probabilité qui rend la numismatique si palpitante. Chaque jour, des choses que l'on croit impossibles se produisent. Des trésors sont découverts dans des vide-greniers, des chefs-d'œuvre sont trouvés dans des greniers, des pièces uniques sont identifiées par des enfants qui jouent avec de vieux sous. Laissez-moi vous confier un dernier secret, un ultime conseil pour vos futures explorations. Même si vous ne trouvez pas l'essai en or à 13 000 €, votre quête peut vous amener des satisfactions inattendues. Apprendre à lire une pièce, à déchiffrer les différents, les signatures, à comprendre les variétés, c'est acquérir un nouveau langage, une nouvelle sensibilité. Chaque vieille pièce que vous manipulerez désormais vous racontera quelque chose. Vous ne verrez plus jamais une pièce de monnaie comme un simple jeton. Vous y verrez un document historique, une miniature d'art, un message politique, un témoignage technique. C'est une porte qui s'ouvre sur l'histoire de France, la grande et la petite. Et si vous avez la fièvre de la collection, le virus doux de la numismatique, vous pourriez bien constituer patiemment un ensemble de belles pièces de 10 centimes lindoé, de tous les millésimes, de toutes les variantes, et éprouver un immense plaisir à compléter cette série, à guetter la pièce rare qui manque, à échanger avec d'autres passionnés. La communauté numismatique est vaste, bienveillante, toujours prêt à partager ses connaissances. N'hésitez pas à pousser la porte d'un club, à feuilleter les catalogues, à visiter les bourses aux monnaies. Le savoir se transmet de génération en génération, comme ces pièces que l'on se lègue. Pour finir, je voudrais que nous prenions quelques secondes pour contempler mentalement cette pièce de 1914. Fermez les yeux un instant. Imaginez le profil gracile de la liberté, sa coiffure ornée de feuilles de chêne, le bonnet phrygien symbole d'émancipation. Visualisez les mots liberté, égalité, fraternité gravés pour l'éternité dans le bronze ou l'or. Ces mots ne sont pas un héritage figé, ils sont un combat permanent, une promesse renouvelée chaque jour. En ce début de XXe siècle, ils étaient un phare dans la tempête de la guerre. Aujourd'hui, ils restent notre boussole, une pièce de monnaie. Ce n'est pas rien, c'est le reflet d'une civilisation, d'un peuple, d'un idéal. Alors, je vous invite à partir à la recherche de ces témoins du passé. Équipez-vous d'une petite balance, d'une loupe, d'une lampe, et avec patience, respect et curiosité, scrutez. Regardez les pièces que vous avez chez vous, celles que vous recevez, celles que vous trouvez dans les vieux fonds de tiroirs. Ne les jetez jamais sans les avoir examinées. L'histoire que je viens de vous raconter, l'histoire de cette modeste pièce de 10 centimes devenue un trésor de 13 000 € n'est pas une légende. C'est une réalité du marché de la numismatique, une réalité qui repose sur le génie d'un graveur nommé Edmond-Émile Lindoé, sur le tumulte de la Grande Guerre, sur la magie des métaux précieux, et sur l'incroyable continuité de la devise républicaine. Si un jour, au détour d'une vérification, votre balance affiche un poids anormal, si votre oreille perçoit un chant clair et cristallin, si votre loupe révèle l'éclat miroir d'un chant bruni et la caresse d'un relief givré, souvenez-vous de tout ce que je vous ai dit.
Vous ne tiendrez peut-être pas seulement une pièce de monnaie, vous tiendrez un morceau de l'âme française, un fragment de beauté pure qui aura traversé le temps pour arriver entre vos mains, porteur d'une valeur qui dépasse de très loin tout ce que vous pouvez imaginer. 13 000 € pour quelques grammes d'or et de talent. C'est le prix de l'histoire, c'est le prix de la liberté, de l'égalité et de la fraternité frappée dans le métal le plus noble. Gardez cela à l'esprit et maintenant, allez vérifier vos pièces. L'aventure ne fait que commencer.